Effectivement, l'une des plus attendues de ce festival, parce que le sujet est particulièrement brûlant. Et nous avons tenu à faire en sorte que on puisse effectivement traiter de cette question qui est quand même corrélée au sujet du festival de cette année, au grand thème du festival de cette année, mais d'une manière un peu particulière. Alors nous avons donc, comme vous le voyez ici, une brochette de chercheurs relativement jeunes, ou jeunes carrément. En tout cas, donc des gens qui sont plongés dans la recherche, puisque donc 3 sur 4 ne sont enfin que des chercheurs, essentiellement des chercheurs au CNRS, éventuellement font des interventions à droite et à gauche, mais vraiment des gens qui ont travaillé sur le sujet. Et puis, nous avons donc Tobou Aurélien, qui lui est aussi un enseignant, je crois, et donc qui fait comme moi, enfin bon, on fait de la recherche, mais aussi on essaie de la diffuser auprès de nos étudiants. Alors, vous avez le programme devant vous, donc vous, évidemment, vous allez suivre les présentations. Je vais tout simplement, plutôt que de décliner les raisons sociales de nos invités, leur passer la parole pour leur demander pendant quelques instants, pour que vous les connaissiez, de se présenter. Voilà, donc je vais proposer à Karine de se présenter elle-même, en sachant que quand on parle, on a le droit de se démasquer, on est assez loin de vous. Voilà, et puis pour vous rassurer, on remettra le masque quand on ne dira rien. Alors bonjour, je suis ravie d'être là, surtout pour cet événement-ci. Moi je suis sociologue. J'ai passé 20 ans de ma vie en Russie et, en tant que sociologue. Et quand je suis rentrée en France, c'était juste avant les Gilets jaunes. J'avais pas de poste, ce qui explique aussi mon élan d'empathie, disons, pour le mouvement. Je suis allée voir par curiosité sur un rond-point, et un rond-point qui se trouve en Lorraine, puisque je travaille à Paris, dans un laboratoire du CNRS, mais je suis originaire de la région de Moselle, et c'est de ces ronds-points dont je vais vous parler. Et on va dire, je suis tombée amoureuse de ce que j'ai vu, voilà. Donc, quand je vais vous présenter la chose, je vais faire un effort de prise de distance. Mais je pense que ce mouvement doit avant tout être appréhendé sur les ronds-points et qu'il y faut une dose d'empathie pour réellement comprendre et analyser au-delà de positions de bureau. Et dernière chose que je voulais dire, c'est qu'avec les gens de mon rond-point, alors, je n'aurai même pas l'anonymat pour vous raconter tout ce que je vais vous raconter, puisqu'on a écrit un livre ensemble, vraiment collectivement, qui va paraître chez le Sileps à la fin de ce mois. On en est très heureux. Et ça s'appelle Le rond-point de Saint-Avold, nos 600 premiers jours. Voilà, donc je vous le conseille vraiment, c'est très très bien. Voilà, donc Alexis Spire, donc également chercheur. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis directeur de recherche au CNRS et j'ai travaillé pendant longtemps en fait sur l'administration, sur l'État. Et puis notamment sur l'administration fiscale. Et puis depuis quelques années maintenant, j'ai décidé de passer de l'autre côté du guichet et de m'intéresser aux contribuables. Et c'est comme ça que j'ai fait une enquête pendant plusieurs années sur les contribuables, en essayant d'aller faire des entretiens au guichet des administrations fiscales, par des enquêtes statistiques, au guichet des URSSAF, etc. Et j'en ai sorti un livre en 2018 qui s'appelait « Résistance à l'impôt, attachement à l'État », qui est sorti aux éditions du Seuil. Alors il se trouve que c'était en septembre. Et dans ce livre, entre autres, j'insistais beaucoup sur une sociologie, disons, des différentes formes de résistance à l'impôt, en insistant sur les différentes formes de résistance entre les classes populaires et les classes supérieures. Voilà, et comme il est paru 2 mois avant le déclenchement des Gilets jaunes, et que c'était justement un livre où j'expliquais pourquoi les classes populaires étaient à ce point-là, disons,
agacé, disons exaspéré contre l'injustice fiscale, évidemment, le mouvement des Gilets jaunes a pas mal résonné avec cette enquête. Et donc, j'essaierai de parler à la fois de cette enquête et puis de ce qu'on peut y retrouver dans le mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Merci. Donc, Éric. Oui, bonjour, Éric Charme. Je suis chercheur, je travaille à l'ENTPE, qui se trouve à Vaux-en-Velin, en banlieue de Lyon. L'ENTPE, ça dit peut-être pas grand-chose à beaucoup d'entre vous. Une des missions de l'ENTPE, c'est de former des cadres qui travaillent dans les DDT, les DREAL notamment, et puis au ministère de la Transition écologique. Mes sujets de prédilection sont les études urbaines, l'aménagement, l'urbanisme, et je travaille particulièrement sur le périurbain. Et il se trouve que j'ai préparé un livre qui s'intitule La revanche des villages. Ce livre, je l'ai préparé à l'été 2018, et le mouvement des Gilets jaunes est apparu pendant que j'écrivais, en fait. Et le livre lui-même est sorti début 2019, donc évidemment, il y a eu un écho fort trouvé à ce livre, parce qu'un certain nombre de choses que j'exposais donnaient des clés pour comprendre le mouvement des Gilets jaunes, mais on va en reparler. Voilà, merci. Aurélien. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici à Saint-Dié. Je m'appelle Aurélien Delpirou, je suis maître de conférence, donc en effet enseignant-chercheur à l'école d'urbanisme de Paris, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas à Paris, mais à Marne-la-Vallée, à mi-chemin entre le centre de Paris et le parc Disneyland. J'ai grandi dans le Cher, qui a été présenté lors d'une précédente table ronde comme un repère de dépressifs et de boulangeries fermées, qui a été aussi un bastion important de la mobilisation des Gilets jaunes, notamment la coordination nationale qui s'était réunie à Bourges pendant tout un week-end, pendant lequel j'ai fait un peu de terrain. Mais je ne suis pas du tout spécialiste Gilets jaunes. C'est précisément le déferlement sur les plateaux de télé, radio, mais aussi dans la presse, d'autoproclamés spécialistes du mouvement, qui a suscité un peu d'agacement chez moi, et qui m'a conduit à m'intéresser un peu plus précisément à cette mobilisation, à ses ressorts, à ses objectifs, à ses modalités, et surtout à sa géographie. Je suis géographe de formation. On va en reparler, je pense, mais la question du pourquoi, du quand, mais aussi du où. C'est-à-dire qu'en fait, qui a manifesté et où ont-ils manifesté, et quelle était la part, finalement, le rôle du lieu où l'on vit dans les ressorts de cette mobilisation. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vais proposer à Éric Charme de commencer par planter un peu le décor de tout ce qui s'est passé cette année-là. Et ensuite, on écoutera Karine, qui a fait donc de l'ethnographie, sociologie des gens qui viennent sur les ronds-points, donc qui nous parlera de son travail. Et puis ensuite, on ira voir chez l'inquisiteur fiscal. Qu'est-ce qui a été, selon lui, un des déclenchements principaux, enfin en tout cas la focalisation là-dessus, avec quelqu'un qui a fait des enquêtes, comme il l'a dit, de manière assez ingrate dans les centres d'impôts, pour comprendre au fond qu'est-ce que c'est qu'une révolte fiscale. Voilà, donc merci Eric de commencer. Oui. Alors, effectivement, on pourra débattre de ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes. Alors, il faut tout de suite commencer par dire une chose extrêmement importante, c'est que c'est un mouvement très divers, dont on peut dire à peu près tout et n'importe quoi en ayant raison, parce qu'on trouvera toujours des exemples à l'appui de ce qu'on pourra dire des Gilets jaunes. Alors déjà, c'est un mouvement qui a agrégé des dynamiques sociales extrêmement variées et qui en plus a évolué dans le temps. Alors, justement, je vais préciser un peu l'éclairage que je peux apporter. Je disais, j'écrivais ce livre, La revanche des villages, à l'été 2018, alors que ça commençait à bouillonner. J'en ai d'ailleurs pris moi-même tardivement conscience, un peu avant le 17 novembre, mais bon. Mais déjà, ce que je vais vous dire, ça va surtout porter sur le mouvement tel qu'il a émergé, tel qu'il est apparu au grand public et dans les médias sur les ronds-points le 17 novembre. Parce qu'après, il a très vite évolué.
notamment avec un ralliement ou une association de mouvements d'ultra-gauche ou de gauche radicale, selon les termes qu'on souhaite employer, qui lui ont donné une signification, qui ont fait évoluer sa signification, et qui aussi lui ont donné une géographie un peu différente, avec une place des manifestations dans les centres des grandes villes, et notamment aux Champs-Élysées, à Paris, qu'il n'avait pas au départ. Au départ, c'était des mouvements de ronds-points, et les ronds-points, ça n'existe pas tellement il y a le rond-point des Champs-Élysées, il y a quelques ronds-points dans les grandes villes, mais le rond-point, c'est quand même un truc de banlieue, de territoires ruraux, de périurbains, et assez peu un lieu de rassemblement pour les grandes villes. C'est les places versus les ronds-points. Donc, déjà, faire attention à ce dont on parle et faire attention aussi à la temporalité. Donc déjà, parler plutôt de comment ça émerge en novembre. Alors il y a une histoire du mouvement des Gilets jaunes que je ne vais pas retracer ici, que d'autres, on pourra y revenir peut-être dans le débat avec cette pétition sur l'augmentation des taxes sur l'essence, préparée par Priscilla Ludowski, dont on a découvert progressivement les liens avec une gauche plutôt la plus à gauche, on va dire. Mais cette pétition elle-même, et ça c'est intéressant, ça parle beaucoup de ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes et de ce qu'il a agrégé, a été elle-même relayée par des milieux liés au monde du transport routier, de passionnés d'automobile et de tuning, plutôt dans lequel, disons, les discours de l'extrême droite ou du Rassemblement national rencontrent plutôt de l'écho. Donc dès le départ, vous voyez, un mouvement qui agrège des forces sociales extrêmement variées, de tous bords. Voilà. Et alors, si j'essaye aussi de regarder du côté de la sociologie, on voit aussi que les ronds-points, quand on regarde la carte, en plus il y avait une carte sur les 17 novembre, on se rassemble, donc il y avait une carte avec des points qu'on pouvait regarder assez facilement où étaient les lieux de rassemblement. Et sans vouloir ramener le mouvement des Gilets jaunes au sujet qui m'intéresse plus particulièrement en tant que chercheur, qui est le périurbain, il y a quand même une correspondance assez forte entre les espaces désignés comme périurbains par l'INSEE et les lieux de rassemblement des Gilets jaunes. J'ai dit une correspondance assez forte, je n'ai pas dit totale. Il y a eu des rassemblements dans des banlieues populaires, il y a eu des rassemblements en centre-ville, et il y a eu des rassemblements dans des territoires ruraux ou des petites villes non éloignées des zones d'influence des villes plus importantes. Mais malgré tout, quand même une correspondance assez forte. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais comment ça se fait que cette taxe sur l'essence ait mis le feu aux poudres, en quelque sorte? Alors c'est intéressant, pour le comprendre, de se pencher sur un profil particulier social qui porte la dynamique de périurbanisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une part importante, de l'ordre du tiers, des acquéreurs de maisons individuelles neuves, qu'éventuellement ils font construire, gagnent 2 gros SMIC. Ils sont en dessous de 2 500 € par mois, net. C'est une grosse part des gens qui portent la construction de maisons individuelles. Alors savoir si c'est bien ou pas de construire des maisons individuelles, j'en reparlerai un tout petit peu, je vais essayer d'être assez bref, mais ça c'est une grosse part. Il y a beaucoup de gens donc assez modestes, typiquement ça va être un jeune couple, lui à son premier contrat il va être cariste, elle est employée, et puis ils se disent ah bah tiens on va peut-être pouvoir devenir propriétaire, parce qu'ils commencent à s'inquiéter, ils se disent une fois qu'on a un toit qu'on a payé sur la tête, c'est déjà pas mal. Et ils n'ont peut-être pas tort. Et donc, on va essayer de devenir propriétaire. Et puis en plus, les prix montent. Il vaut mieux mettre le pied à l'étrier pour ne pas rater le train. Et puis, il se trouve que quand on est à 2002, 2003, on peut devenir propriétaire. On va à la banque et aujourd'hui, alors j'ai pas révisé les derniers taux d'emprunt, mais en jouant sur la durée, on peut arriver, quand on est jeune, et si on a un contrat de travail à peu près stable, à emprunter quelque chose comme 150 000 €. Bon, vous êtes dans une banlieue de Lyon, par exemple. Eh bien, avec ça, vous allez pouvoir devenir propriétaire, mais il va falloir aller à 60 km à l'est, si vous venez d'une banlieue est, de Lyon. Et bien donc, vous le faites, vous devenez propriétaire.
Alors les Américains, ils ont une formule d'ailleurs, hein, c'est « drive till you qualify for a mortgage ». Quand vous vous éloignez jusqu'à ce que les prix en fait, correspondent à votre capacité d'endettement. Le problème, c'est que quand vous êtes à 60 km de Lyon, et ça peut être 70, bien, s'il faut faire les trajets, c'est le plus souvent en voiture. Alors éventuellement, vous pouvez prendre votre voiture, aller vous garer près d'une gare dans un parking relais et prendre le train, mais même le train n'est pas tout à fait offert, le trajet. Mais si vous le faites en voiture, ça vous coûte quand même de l'argent. Et en fait, cet argent que ça vous coûte, ça représente plusieurs centaines d'euros. Pour emprunter ces 150 000 euros, vous devez 800 euros de mensualité à la banque, plusieurs centaines d'euros, et si vous êtes deux à travailler, ça fait 500 parfois. C'est assez courant de voir ce genre de budget. Enfin, en fait, avec votre reste à vivre, lorsque vous avez déduit toutes les charges, les taxes foncières, parce qu'en devenant propriétaire, il va falloir payer une taxe foncière, certes, maintenant vous ne payez plus la taxe d'habitation, et tout un ensemble de charges, en fait, selon les critères usuellement retenus pour définir le seuil de pauvreté, vous êtes pauvre. C'est-à-dire, vous accédez à la propriété, vous travaillez avec un emploi stable, et en fait, vous êtes pauvre. Et ça, ça colle pas avec les représentations que, d'une part, la société se fait de ces ménages. Et d'ailleurs, ça a été, on l'a vu dans les débats qu'il y a pu y avoir autour des Gilets jaunes, cette incompréhension. Et puis, les ménages eux-mêmes, ils se disent, voilà, par exemple, ils habitaient un logement social à Vaux-en-Velin, pour prendre un exemple que je connais bien. Ils accèdent à la propriété, et puis ils se retrouvent plus en difficulté qu'avant. Et peut-être même plus en difficulté d'ailleurs que des ménages qui côtoyaient, dont ils se disaient, moi je fais l'effort d'accéder à la propriété, je me place dans une dynamique d'ascension sociale, et ça ne marche pas. Et là, vous comprenez bien que, évidemment, une taxe qui vient renchérir un budget qui est déjà très serré de transport, eh bien, ça pose question. Et on retrouve d'ailleurs aussi un autre profil, là je parle de jeunes couples qui accèdent à la propriété, un autre profil qu'on a beaucoup retrouvé sont les femmes seules. Vous avez dû remarquer ça. Les femmes seules, souvent d'ailleurs des femmes auto-entrepreneuses, ont souvent été très actives dans le mouvement des Gilets jaunes, et notamment pour organiser les premiers rassemblements. Et ces femmes seules, eh bien là, c'est parce que, en fait, lorsque vous êtes dans cette dynamique d'accession à la propriété, vous êtes un jeune couple, et puis il arrive qu'on divorce. Et c'est souvent très compliqué. Parce qu'on dit les divorces, il faut des petits logements. C'est pas vrai. Si vous divorcez et que vous avez 2 enfants, il faut 2 maisons. Si vous voulez avoir la même... Enfin, l'idéal, ce serait ça. Et ceux qui en ont les moyens, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Et donc, voilà, vous vous retrouvez quand vous êtes seul avec des charges plus importantes. Donc, la situation, la taxe, parce qu'on parle du climat, je vais peut-être dire un tout petit mot sur la question de l'environnement. Parce que bien souvent, ces ménages qui s'éloignent, on les a présentés comme des mauvais citoyens, parce que, alors c'est des bons citoyens parce qu'ils accèdent à la propriété, on a quand même des politiques qui encouragent à l'accession à la propriété, on a eu un président qui est celui qui a on a eu un président qui portait le discours sur la France des propriétaires, alors c'est pas tellement le cas de celui actuellement, mais enfin c'est quand même une politique récurrente et qui se maintient d'aider à accéder à la propriété, donc on accède à la propriété, on travaille, etc. Et puis on vous dit qu'après ça, une fois qu'on a tout fait, on pense tout avoir fait bien, on se retrouve à être pauvre et en plus on est présenté comme des mauvais citoyens parce qu'on artificialise, parce qu'on habite des maisons individuelles et parce qu'on pollue en utilisant sa voiture. Et donc là, il y a une espèce de... Petite remarque, Eric, parce que c'est une question qu'on a évidemment qui a traîné vraiment pendant tout le mouvement des Gilets jaunes. Ils font des efforts et ils sont pauvres. D'un vieux paysan à qui j'avais posé la question en disant « Mais qu'est-ce que tu penses, ça ?» Parce que ça fait partie aussi des 95 ans, qui me dit « Mais je ne comprends pas ces Gilets jaunes parce que nous, les paysans, nous vivons pauvres pour mourir riches. » Voilà, nous vivons pauvres, toute notre vie, on achète des terres, etc. Et puis un jour, on se trouve handicapé, on meurt riche. Et au fond, pourquoi eux n'accepteraient pas ça? Je pense que j'ai répondu à votre question, en fait. C'est-à-dire, j'explique dans quelle trajectoire... Parce que la question de la pauvreté, il y a des mesures objectives. Alors, on fixe des seuils à 60% du revenu médian, à 50%, etc. Et puis, il y a des dimensions subjectives. Par exemple, un des grands débats sur la question des territoires, c'est de dire, mais c'est les territoires ruraux, et on l'a entendu d'ailleurs dans la table ronde à laquelle j'ai aussi assisté sur les campagnes, on dit, voilà, ils sont déjà bien équipés finalement.
par rapport à leur densité, ils sont même suréquipés. C'est le discours, par exemple, de Jacques Lévy, bien connu, je suppose, d'un certain nombre d'entre vous. Sauf que ce que les gens qui habitent ces territoires voient, c'est la dynamique. Et cette dynamique, c'est une dynamique de perte, c'est une dynamique de fermeture des trésoreries, c'est une dynamique sur les transports, par exemple. On vous dit, bah, vous utilisez la voiture, c'est pas bien. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Regardez dans les villes, alors dans les villes, on nous parle des transports en commun qui se développent, des services de vélo en libre service, des trottinettes, des machins. Mais quand vous êtes dans des territoires peu denses, c'est extrêmement difficile de se déplacer autrement, quand bien même vous le voudriez. Le territoire n'est pas équipé. Se déplacer en vélo, surtout avec le vélo électrique, même quand le territoire est vallonné, on peut faire de belles distances en vélo et c'est très bon pour la santé, sauf que rouler sur des départementales, même quand elles sont limitées à 80 km/h, c'est assez dangereux. Et même si vous avez une bande aménagée sur le côté, c'est assez désagréable et ça reste dangereux. Il y a le souffle des camions, etc. Donc, si vous voulez, même si vous voulez vous déplacer en vélo, c'est très difficile. Et donc, vous vous trouvez à dire, ben voilà. Et sur la critique environnementale, juste un dernier mot. Il y a une incompréhension extrêmement forte, parce qu'effectivement, donc, ça a été un discours très présent dans les débats sur les gilets jaunes, en disant, bah oui, mais quand même, ils auraient pu rester en ville. Au lieu de devenir propriétaires, ils seraient restés locataires de leur logement social. Il y a plein d'équipements accessibles facilement, sans d'énormes frais de transport. Ben oui, mais en même temps, eux, ils disent, ben oui, mais moi, je vais habiter à la campagne, je repeuple les campagnes. Et d'ailleurs, les campagnards dont vous parlez, ils sont très heureux de voir des jeunes ménages arriver avec des enfants pour repeupler l'école, hein, et redonner de la dynamique à des villages qui perdaient de la population. Et ils sont très heureux de ça. Et eux, ils se disent, ben oui, mais on est venu habiter à la campagne. Et la campagne, c'est l'horreur environnementale. Vous voyez ? Il y a un décalage extrêmement fort qui lui aussi explique beaucoup de tensions qui sont à l'arrière-plan. Voilà, je m'arrête là parce que je ne vais peut-être pas trop prendre... Et puis Voilà, donc on a le décor, ils sont sur les ronds-points et Karine les observe. Oui, enfin, bon. Je commencerai quand même par dire combien il me semble le mouvement des Gilets jaunes ou les Gilets jaunes sont une expression exceptionnelle de la colère populaire ces derniers temps, qui à mon sens n'avait pas été prévue, mais c'est la règle en général, hein, des mouvements sociaux de ce genre-là, la rébellion. Ce qui est frappant, c'est le pourcentage important de gens qui n'étaient jamais sortis dans les rues, voire qui n'avaient jamais été militants en aucune façon. Voilà. Donc ça pose énormément de questions aux spécialistes, aux chercheurs, etc. Et quand on regarde bien, quand on étudie, quand on parle, quand on s'en imprègne, on voit bien que c'est un mouvement qui bouscule complètement nos habitudes de pensée et surtout qui bouscule également les catégories traditionnelles, y compris politiques. Voilà. Et donc il reste encore à en faire le bilan. Je ne vais pas le faire là, mais je pense qu'il faut arriver à se secouer un peu le cerveau et que les Gilets jaunes nous aident en ce sens-là. Un des premiers traits importants du mouvement, c'est sa capacité extraordinaire à joindre des contraires, à faire tenir ensemble des gens complètement différents. Il y a des plus riches, bon, pas des extrêmement riches, mais il y a des plus riches, des plus pauvres, des cassos, entre guillemets, et des travailleurs, des auto-entrepreneurs, des petits entrepreneurs, des chômeurs, des hommes, beaucoup de femmes, exceptionnellement pour les mouvements, des racisés, comme on les appelle maintenant, des blancs qui ne sont pas si blancs que ça, puisqu'il y a beaucoup de portugais, espagnols, etc. Et tout ce monde-là s'est retrouvé sur, donc, en premier lieu, les ronds-points, ce qui là aussi est extraordinaire, parce que les ronds-points, quel est le lieu? Enfin, y a-t-il un lieu moins hospitalier que les ronds-points? Et pourtant, ils sont allés s'installer sur ces lieux-là et les ont rendus habitables. Ils les ont habités, ils se les sont appropriés
se sont rendus visibles sur ces lieux où l'on passe, on ne se rend même pas compte de ce qu'il y a autour. D'ailleurs, ce n'est pas beau du tout. Ils ont réussi à mettre de la vie dans ces ronds-points. Et sur quoi je vais insister, ils ont réussi à insuffler, enfin à créer leur monde, un nouveau monde. On parlait des cabanes tout à l'heure. Ils ont construit leurs cabanes et comme quand on est petit, on invente son monde sur les cabanes. Alors je ne vais pas embellir non plus. Tout ça s'est fait avec beaucoup de crispation souvent, avec des tensions, avec beaucoup presque de bagarres. Mais souvent, ils ont réussi à surmonter tout ça. Et alors là, je ne vais pas suivre du tout cette présentation qui est beaucoup trop longue, mais je vous invite à profiter, disons, des photos qui sont là, qui montrent bien la façon dont les gens se sont appropriés des lieux et leur ont insufflé de la vie. La façon dont les gens se sont rebellés en revendiquant une visibilité pour eux-mêmes, pour toute une partie, pour le peuple. Ils se revendiquaient du peuple en général, en tout cas au début. Pour le peuple rendu invisible dans les médias et par l'establishment. C'était leur point de vue. Et il faut bien dire qu'il n'y a pas seulement des propriétaires dans le lot, même s'il y en a beaucoup. Il y a vraiment des gens, beaucoup de gens, pas tous, qui ont d'énormes difficultés matérielles, effectivement, à finir le mois. Enfin, quand on va sur les ronds-points, on n'en finit pas d'apprendre des histoires horribles, de gens, y compris qui ont travaillé toute leur vie, qui se retrouvent retraités avec une retraite de 800 €. L'idée aussi, c'est de bloquer, comme vous le savez, bloquer la mobilité permanente, bloquer la vie économique autour de soi, pour obliger les gens, y compris, à s'arrêter, à venir par exemple prendre un café dans la cabane, à venir discuter, à refaire du lien, à se remettre à parler. Et il y a un côté comme ça contre... c'est pas général, il ne faut pas exagérer, mais contre la déshumanisation des rapports sociaux, y compris par Internet, y compris par les nouvelles technologies, y compris par la vie trépidante qui fait qu'on court toujours d'un endroit à un autre, du travail au supermarché, etc. Et donc là, je m'appuie beaucoup... Alors, il y a eu énormément de ronds-points occupés et de cabanes. Je m'appuierai là beaucoup sur l'exemple de la Moselle-Est, donc pays des mines de charbon. Et des ronds-points des ronds-points que j'étudie ont duré très très longtemps, voire perdurent encore maintenant, y compris avec la cabane. C'est-à-dire que là, vous voyez l'acte 62 à Paris, parce qu'ils allaient à Paris aussi en bus. Ils étaient encore là et la cabane était encore là. Alors pas au centre du rond-point, puisqu'ils l'ont reconstruite plusieurs fois. Elle était en bordure du rond-point sur un parking appartenant à un commerçant. Ils se sont donc transformés de multiples fois, presque en 2 ans maintenant, en ayant une capacité remarquable à rebondir y compris de graves crises, à renaître de leurs cendres. En prenant, là c'est un exemple, ils se sont intégrés, engagés dans le mouvement contre les retraites, par exemple, de cet hiver. Voilà. En jouant le jeu de la convergence avec les syndicats qui pourtant n'avaient pas une très bonne réputation et n'ont pas toujours une très bonne réputation. En tout cas, les centrales syndicales, les directions syndicales n'ont pas une bonne réputation auprès des Gilets jaunes, ont plutôt la réputation d'avoir trahi à la cause des travailleurs, on va dire, puisque le travail est aussi, en tout cas sur les ronds-points que j'ai étudiés, le travail est aussi une valeur
importante et très mise en avant. Sur les ronds-points, beaucoup de travail, hein, et se mettent en colère quand on leur dit que voilà, c'est des cassos, ils foutent rien, ils n'ont rien d'autre à faire. Beaucoup ont travaillé dur dans les mines, enfin, etc. Et sur les ronds-points, ils travaillent. Ils construisent les cabanes, ils font à manger, ils organisent la logistique, etc. Et quand on prépare une réunion, par exemple, on dit on travaille un dossier. Voilà. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que sur les ronds-points, on peut voir émerger on peut voir combien l'imagination des gens qui se sont rebellés après des années de passivité, leur imagination s'est mise à déborder. Hein, dans les discussions, enfin, c'est comme si la parole s'est libérée, les gens se sont mis à parler de tout, à échanger et à croire que la vie pouvait changer et qu'il pouvait changer quelque chose. Et c'est ce que j'appelle la critique sociale ordinaire, qui est faite en premier lieu d'une critique des inégalités sociales, hein, un point très fort chez les Gilets jaunes. Il y a un côté, la dimension écologique est présente chez les Gilets jaunes, contrairement à ce qui a été dit dans les médias. La révolte contre le prix du gasoil, effectivement, est expliquée très bien et a été expliquée par mon collègue. Ça ne veut pas dire que les Gilets jaunes sont contre toute mesure écologique, mais ce doit être une écologie, disons, soucieuse des inégalités sociales. Une écologie juste socialement. Une critique de l'oligarchie très forte. Alors bon, je passe là-dessus. Comme vous savez, la force de la revendication du RIC, mais en fait, plus généralement, d'un élément de démocratie directe, redonner du pouvoir aux citoyens. Hein, et faire que ce ne soit pas toujours l'élite politique. Vous rappelez ce que c'est le RIC, hein, référendum d'initiative citoyenne. Que ce ne soit pas toujours l'élite politique qui décide à leur place, voilà, à la place du peuple, comme ils disent. Hein. Et je dirais qu'ils sont dans une sorte d'invention d'une utopie, on va dire, concrète. Et c'est ça que je retiendrai, une utopie inscrite dans la matérialité des choses, inscrite dans le sens commun, mais dans le bon sens du terme. Donc dans bon sens populaire, bon sens paysan, comme vous voulez. Enfin, réapprendre à marcher sur terre, hein, redescendre sur terre, mais tout en faisant marcher en trouvant de l'inspiration dans la quotidienneté, dans la matérialité des choses. Donc refonder la République, ça fait partie de leur pensée utopique. Changer le système, y compris et surtout d'ailleurs par la révolution, parce qu'ils sont très vite pensés en termes de révolution. Une utopie d'égale humanité, une grande humanité, ce qui veut dire que... Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve remarquable, c'est que l'humanité est mise en avant, mais pas de manière abstraite, pas dans le sens de défense des droits de l'homme, voilà. Dans le sens que tout un chacun est homme et digne de respect, quel que soit son statut, quels que soient ses défauts, ses qualités, toute personne, tout homme, parce qu'il est homme ou elle est homme, mérite le respect. Donc ça, je l'ai déjà dit, ce sont des photos qui me semblent
reflète, si vous voulez, l'inscription dans la matérialité, y compris si vous regardez les visages, les corps des gens, hein, marqués par la vie, marqués par souvent les souffrances, par des accidents de la vie, hein, qui sont toujours très proches les uns des autres. Le contact, alors avec les masques, ça n'arrange pas les choses. Le contact physique est très important. La manière dont les cabanes, les ronds-points sont toujours décorés, ça aussi c'est le savoir-faire des gens qui est réinvesti dans des activités plus militantes. L'aspect terre-à-terre, hein, faire revenir ce qui est en haut, en bas. Et là, vous avez des citations que je trouve très parlantes, hein, qui expriment je dirais, un de leurs objectifs principaux. Rabaisser, ça se fait aussi avec les gilets jaunes, oui, c'est très rabelaisien, c'est très dans l'esprit du carnaval de Bakhtin. Hein, ramener dans le corps, dans la grossièreté, faire jouer l'irrévérence par rapport aux grands de ce monde. Se moquer beaucoup, y compris les uns des autres. Hein. Il y a beaucoup de moqueries mutuelles sur les ronds-points. Le comique grotesque, la guillotine, très célèbre, qui a fait partie de presque tous les ronds-points. Les kermesses, là c'est une kermesse, voyez, où ils se sont mis à jouer les jaunes, les rôles, y compris des CRS. Voilà. Donc utopie d'égale humanité, c'est dont je vous parlais. Hein. Et là j'ai mis une liste qui n'est pas complète, hein, des différentes composantes que j'ai trouvées en tout cas dans l'analyse de cet aspect-là de l'utopie des gilets jaunes. Le gilet jaune aussi est important en tant que symbole. On n'en a pas parlé. D'abord, c'est obligatoire dans les voitures, tout le monde en a. Même si on n'en a pas, par exemple à Paris, c'est pas très cher à acheter. On peut se l'approprier très facilement, ça peut rapidement faire partie de nous-mêmes, de notre corps. Hein, c'est sur nous. Ça peut être très facilement décoré. On peut y mettre ce qui nous touche dans le dos. Et c'est très vite devenu aussi une marque de dignité. On a le gilet jaune. On fait partie du peuple qui s'est rebellé, qui a eu le courage de se rebeller et de redresser la tête. Donc, a priori, quand on porte le gilet jaune, qu'on arrive sur un rond-point, on a droit à un minimum de respect. Même si c'est quelqu'un qu'on n'apprécie pas, un cassos pour quelqu'un qui gagne bien sa vie, ou un immigré pour quelqu'un qui n'est pas très antiraciste, enfin, etc., on a droit à du respect. L'importance de la sensibilité, et je trouve que c'est important ça donne une piste importante pour repenser la critique sociale, de faire rejouer un rôle à nos sens. Hein. Donc la sensibilité est ce que les gilets jaunes eux-mêmes appellent beaucoup les tripes. Hein. Ils disent beaucoup, ça vient des tripes, c'est les tripes qui parlent. Voilà. Bon, on va arrêter ça. Voilà, c'est des exemples en images des moqueries, y compris des moqueries de soi. Là, vous voyez un jeune en fauteuil roulant qui a fait lui-même une blague sur lui. Voilà. Ou bien on se moque du côté machiste qui effectivement existe sur pas mal de ronds-points. Mais on s'en moque, on en est conscient. Et on accepte que les femmes crient de temps en temps
pour se rebeller contre le machisme régnant. Voilà, c'est l'exemple d'un code d'honneur sur le rond-point. Ces textes, on pourra les retrouver sur le site de Saint-Dié, ces diapositives, on les mettra. Voilà, si j'ai fini mon temps, quand même, ouais. Le fait que l'importance du rejet de toute idéologie, au sens d'idéologie dogmatique fermée, et où il faut où il est nécessaire d'avoir des gens qui connaissent plus que d'autres. Le rejet des partis politiques et surtout des leaders politiques qui viennent expliquer la vérité d'en haut et aux gens petits qui n'y comprennent rien. Voilà, j'arrêterai là. Pour anticiper question tout à l'heure de la salle, mais en rapport avec une question qu'on avait souvent posée à Florence Aubenas, qui est venue ici longtemps, plusieurs fois. Je vais vous poser juste une petite question avant, donc qu'Alexis, qui va peut-être vous agacer, mais donc en fait, vous avez tout de suite pris un parti d'empathie. Florence Aubenas disait, mais les femmes font pas la recherche de la même manière que les hommes, et peut-être s'il y a des gens ici qui sont pas très sympathiques avec les gilets jaunes. Est-ce que, enfin, comment vous pouvez vous situer par rapport à cette affaire? Et est-ce que vous revendiquez le fait d'être une femme, de pouvoir faire de la sociologie ou de l'ethnographie autrement? Je ne pense pas que ce soit mon sexe qui soit important là-dedans. Je pense que c'est, je l'ai déjà dit, enfin, il y a plusieurs choses. C'est d'une part le fait qu'en revenant de Russie, j'avais pas un rond. Voilà. Or, j'ai une famille à charge, y compris un mari russe qui parle à peine français, et que je me retrouvais... Enfin, voilà, il y a beaucoup de précaires, de gens avec d'énormes difficultés matérielles, et j'ai été en face en arrivant sur le rond-point avec ça. Donc, c'est pour parler comme Bourdieu, une proximité de position sociale. Également le fait de les voir dans ma région d'origine, hein, qui a beaucoup pesé dans, disons, on va dire, oui, mon enthousiasme, en tout cas au début, pour ce que j'ai vu, pour les gens que j'ai rencontrés. Mais, et je pense que pour faire de la bonne ethnographie, ce qui ne veut pas dire que tout le monde va faire de l'ethnographie forcément, mais pour faire une bonne ethnographie, il faut être en empathie, en tout cas à un moment. Quel que soit l'objet, même si c'est un objet qu'on n'apprécie pas beaucoup, à un moment ou à un autre, on doit essayer de comprendre, et donc au moins d'entrer en résonance avec les autres. Mais ce qui n'exclut pas, pour faire la bonne sociologie, la prise de distance à partir d'un moment, parce qu'on lit aussi des choses, on lit des gens qui détestent les gilets jaunes, qui les traitent de réactionnaires, de racistes, etc. On sait tout ça. On lit d'autres sortes d'études. On a nos pères, nos collègues, pères PAIR, hein, qui nous expliquent d'autres choses. Et donc, voilà, c'est notre formation comment dire, scientifique et les méthodes, parce qu'on prend des notes, etc., et les méthodes qu'on utilise qui nous permettent après de prendre du recul. Évidemment, ce que j'en ai dit, c'est, comment dire, c'est la partie qui m'intéresse moi, parce que ça fait... c'est l'imaginaire, la critique sociale, etc., qui m'intéresse. Mais effectivement, il y a beaucoup d'aspects moins reluisants et que je n'ai pas forcément cherché à cacher, mais j'en ai pas beaucoup parlé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les gilets jaunes, sur beaucoup de ronds-points quand même, et pas seulement sur ceux que j'ai étudiés, ont réussi à faire que ces aspects déplaisants coexistent quand même avec des aspects charmants, des aspects très sympathiques, des aspects, on va dire, oui, révolutionnaires. Merci.
Éric Charme a parlé du rôle du budget, de l'impôt, du fisc dans le mouvement. Alexis? Bien, merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit et de prendre un point de vue un peu différent et peut-être de partir d'un paradoxe en fait, qui a beaucoup étonné les étrangers. En fait, c'est comment se fait-il que dans ce pays, la France, qui est quand même un des pays où le taux de prélèvement obligatoire est le plus élevé, alors il faudrait revenir sur cette mesure, etc., mais n'empêche, où l'impôt joue un rôle redistributif très important. Les économistes disent que quand on prend les écarts de revenus avant impôt, c'est de l'ordre de 1 à 7, et après impôt et après redistribution, entre le premier décile et le dernier décile, on est de l'ordre de 1 à 2,5, 3. Voilà, l'impôt est un outil de redistribution et donc de réduction des inégalités très important. Comment se fait-il que dans ce pays, ce soit aussi le pays où on est finalement, ces dernières années, une des grandes révoltes fiscales à travers les Gilets jaunes, c'est-à-dire un moment où les classes populaires se révoltent contre l'impôt. Voilà, alors je vais essayer, et donc il y a un paradoxe, puisque après tout, si l'impôt est un outil de redistribution, ceux qui en bénéficient, en l'occurrence les classes populaires, devraient adhérer à la fois à l'impôt et au modèle de redistribution. Voilà, c'est à ce paradoxe-là que je vais essayer de répondre en reprenant le mouvement des Gilets jaunes et les résultats de mes enquêtes. Premier élément d'abord sur ce rapport à l'impôt, c'est que précisément il faut sortir, disons, du terme impôt pour voir que les classes populaires sont soumis à les membres des classes populaires sont soumis à des impôts qui ne sont pas exactement les mêmes que les autres. C'est-à-dire que les impôts qui pèsent le plus, c'est la TVA, c'est la CSG, c'est l'impôt, c'est ce qui s'est appelé longtemps la TIPP, en tout cas la taxe sur les carburants. C'est des impôts qui, d'une certaine manière, il n'y a pas de dérogation, il n'y a pas de négociation. C'est des impôts qui sont alors souvent indirects, mais en tout cas où il n'y a absolument pas de possibilité de réduire son impôt. C'est un impôt. Enfin voilà. Alors vous allez me dire, tout le monde les paye ces impôts-là, mais ils pèsent particulièrement sur ces contribuables. À la différence des impôts qui pèsent davantage, ou en tout cas dont on parle plus pour les classes supérieures, l'impôt sur la fortune immobilière et puis les hautes tranches sur l'impôt sur le revenu, où vous avez des niches fiscales, vous pouvez faire des investissements immobiliers, vous pouvez réduire avec les économies d'énergie, vous pouvez réduire votre impôt sur le revenu, et tout ça, ça vous fait rentrer dans une négociation avec l'impôt qui produit du consentement à l'impôt. Donc ça, c'est le premier élément, c'est que on est face à un impôt qui a toutes les caractéristiques d'un impôt arbitraire, en tout cas qui tombe sans qu'on puisse discuter et sans que surtout ça soit assis sur le niveau de revenu. C'est évidemment très important. La deuxième question, c'est la question du pouvoir d'achat, ça a été dit. Et là, il faut donner un peu une dimension historique, c'est-à-dire que historiquement dans ce pays, le mouvement ouvrier s'est mobilisé sur la valeur ajoutée, sur la défense du revenu, sur la défense du niveau de vie, sur la défense du pouvoir d'achat. À un moment de l'histoire où il est de plus en plus difficile de se battre sur la question des salaires, précisément à cause de la mondialisation, à cause du chômage, du coût du travail, de tout ce discours qui a été intériorisé en fait, de l'idée de l'impossibilité d'augmenter les salaires du fait de la compétitivité, du coût du travail, etc. Et la dernière façon d'augmenter son niveau de vie, si on ne peut plus revendiquer d'augmentation de salaire, si on ne peut plus revendiquer d'avoir plus auprès du patron, c'est qu'on nous en prenne moins. Et qu'on nous en prenne moins, ça passe par l'impôt. Alors ça, c'est très important parce que ça veut dire que, justement, ceux qui se mobilisent pour le pouvoir d'achat, ce ne sont plus forcément des salariés dont les intérêts convergent sur la défense des salaires, c'est possiblement des bas salaires, des petits indépendants, éventuellement des auto-entrepreneurs, et ça agrège cette revendication sur qu'on nous en prenne moins, c'est susceptible d'agréger des catégories sociales qui, en France, se sont très rarement agrégées. Moi, la première chose qui m'avait étonné quand j'avais beaucoup étudié le mouvement des bonnets rouges, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve, j'ai pas mal étudié l'histoire du mouvement ouvrier, dans une manifestation où vous avez des petits patrons, des commerçants, des artisans, des syndicalistes de la CGT, des syndicalistes de Force ouvrière, parce que c'est ça le mouvement des bonnets rouges. Et d'une certaine manière, même s'il y a une mise à distance avec les syndicats, etc., et c'est très différent les Gilets jaunes, mais c'est aussi un mouvement qui agrège des catégories sociales qui sont finalement très peu habituées à se rencontrer
et à faire des choses ensemble. Troisième question, c'est la question du travail. Ça a été dit, effectivement, il y a la centralité du travail pour ces classes populaires qui sont au travail, et cette idée que le plus important, c'est le travail. Or, l'impôt apparaît comme contradictoire avec le travail. Pourquoi? Parce que l'impôt, c'est ce qui est prélevé, donc c'est ce qui pèse sur le patron. Et d'ailleurs, c'est pas anodin s'il y a très peu de revendications contre le patronat sur les ronds-points. Et donc, si on veut défendre le travail, d'une certaine manière, ça peut passer par, disons, une mise à distance, de l'impôt. Un autre aspect, alors à mon avis très important et qui fait écho avec la période actuelle, c'est la question de la confiance dans l'État et du rapport à l'État. C'est que ce que dénote aussi ce mouvement, et là aussi ça a été dit par Éric Charme, c'est très intéressant de regarder la géographie du mouvement et la géographie des ronds-points, et de voir, évidemment, enfin ça a été dit, l'importance du périurbain, l'importance des petites villes par opposition aux grandes métropoles, mais c'est aussi, évidemment, ça pose la question de l'aménagement du territoire et des représentations de l'État sur ces territoires, et des services publics sur ces territoires. Et le fait que, d'une certaine manière, alors évidemment, c'est pas la disparition des services publics, parce que on n'est pas du tout dans un pays où les services publics ont disparu. On est encore avec des services publics, des services déconcentrés qui sont très importants, mais quand même, c'est-à-dire que ce qui se passe, notamment avec, alors ça a été dit avec les trésoreries, c'est qu'on a de plus en plus une concentration des services sur les grandes villes, et c'est le cas aussi en matière d'investissement sur les transports, et du même coup un recul dans les zones plus rurales. Et ça, du point de vue de la dynamique historique, c'est très important parce que ces dernières décennies, on peut dire que l'État a réduit les inégalités par la redistribution, mais il a aussi réduit les inégalités par la présence des services publics dans ces territoires. Pourquoi? Parce que l'agent des impôts, c'est l'agent qui aide à faire sa déclaration, mais qui aide aussi à remplir, l'agent de mairie, l'agent de... on peut prendre comme ça plein d'exemples d'agents de services publics de premier ordre, de street level bureaucrates, pour parler comme les Américains, d'agents du coin de la rue, qui accompagnent d'une certaine manière, sur beaucoup d'aspects de la vie quotidienne, les populations de ces territoires. Quand vous êtes dans une dynamique précisément de redéploiement des services publics, je ne vais pas parler des tribunaux, mais on pourrait aussi prendre cet exemple-là, de dématérialisation des services publics, de services publics à distance, tout d'un coup, un certain nombre de gens se disent, mais... il y a une forme d'égalité. Enfin, on est soi-disant égaux devant l'impôt, mais est-ce qu'on est vraiment égaux devant les dépenses publiques et devant les investissements publics qui sont faits? Et à juste titre, ça pose la question les investissements. Moi, j'avais calculé dans mon ouvrage, j'avais calculé le nombre d'agents par niveau de population sur différentes villes et sur différentes régions. On a des différences considérables en fait, si on prend le nombre de fonctionnaires en fonction du nombre d'habitants par région, et même à l'intérieur des régions, des différences considérables de présence de l'État. Et puis un dernier point, et je m'arrêterai là pour ne pas être trop long et laisser la place à la discussion, qui est très important à mon avis, c'est... alors bien sûr qu'il y a cette inégalité de dotation dans les services publics, mais il y a aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est le fait, la non-conscience de ce qui est pris en charge par l'État. Et ça, c'est très important, la non-conscience de ce que rend possible l'impôt. C'est ce que j'ai appelé dans mon livre l'État souterrain, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de gens ont l'impression de payer énormément d'impôts et d'avoir rien en retour. Et ça apparaît très souvent dans les entretiens. Alors très souvent, d'ailleurs, ça a été repris par beaucoup de médias. C'est l'idée, c'est les classes moyennes qui se révoltent. Quand il y a une révolte contre l'impôt, c'est forcément les classes moyennes. En fait, si on regarde de près les ronds-points, ça ressemble quand même plus à des... Alors, ça dépend des périodes, etc. Mais si on prend la période, disons, la plus massive, où il y avait le plus de monde, c'est-à-dire essentiellement fin novembre, c'est des classes populaires stables, un peu des indépendants, et agrégeant parfois, disons, le bas des classes moyennes, mais c'est essentiellement ça. Et donc, il y a une non-conscience de ce que l'État redistribue,
et de ce que l'impôt rend possible et de ce que les investissements publics rendent possible. Et ce que je disais, c'est que donc, ce qui ressort des entretiens, c'est que voilà, j'appartiens aux classes moyennes, moi je suis là pour payer et j'ai droit à rien en retour. Et en fait, quand on creuse dans les entretiens, on se rend compte que les gens bénéficient d'investissements municipaux, ils bénéficient éventuellement de l'allocation logement, ils bénéficient. J'avais même fait des statistiques justement sur le fait les gens qui bénéficient de prestations sociales tout en étant persuadés qu'ils ont droit à rien. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a du coup, ça appelle à une certaine pédagogie en fait, pour expliquer ce que c'est que la puissance publique et pour expliquer ce que rend possible, disons, l'impôt. Et je pense que c'est très important là aussi. Alors, cette question du rapport à l'État, je terminerai peut-être là-dessus parce qu'elle fait écho à ce qu'on vit aujourd'hui sur la question de la confiance et la confiance dans l'État. On a beaucoup parlé du fait que là aussi, c'est une caractéristique de la France, c'est que le niveau de confiance dans ses dirigeants est très faible, mais peut-être plus grave que ça, à mon avis, c'est la question de la confiance dans les institutions étatiques. Et le divorce qui est en train de s'installer entre justement toute une partie des classes populaires et une partie des classes moyennes avec les institutions étatiques et cette idée que l'État ne les défend plus. L'État n'est plus là parce que les tribunaux sont partis, parce que les guichets sont plus là, parce que les agents sont plus là. Et donc, du coup, il y a une forme de divorce qui s'instaure. Et évidemment, s'il faut compter sur la partie supérieure de l'échelle sociale pour défendre la puissance publique, il y a toutes les raisons de penser que c'est le pacte social qui est susceptible d'être menacé. C'est cette forme, disons, de société où on a beaucoup de prélèvements, et là aussi, je n'ai pas le temps de m'étendre, parce que c'est à la fois des prélèvements qui concernent, je l'ai dit, la redistribution, mais aussi le modèle de protection sociale. C'est pour ça que ça fait écho, à mon avis, aussi à la question des hôpitaux et des hôpitaux publics. Voilà, mais et que tout ça ne va pas de soi, et que il y a tout un travail, disons, de pédagogie et de mise en visibilité de ce que rend possible l'impôt. Et juste pour terminer, sur la question du climat, c'est d'autant plus important sur la question du climat, et j'ai envie de dire sur la question de la santé publique, puisque c'est ce qui est à l'agenda politique aujourd'hui, c'est que ce sont des questions, une question d'épidémie ou une question de climat, où on ne peut pas compter, disons, sur des acteurs privés pour prendre en charge de façon globale ces questions-là. C'est forcément des questions de puissance publique, parce que c'est des questions qui se posent à l'échelle globale, et c'est des questions qui dépassent largement les acteurs privés. Et donc il y a un enjeu à restaurer la confiance dans la puissance publique, qui est sans doute la seule à pouvoir réguler les choses en matière de climat comme en matière de santé publique. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc Aurélien, tout de suite, je vous laisse la parole. Bien, il me reste à peu près 47 secondes avant d'ouvrir le débat avec la salle. Donc je pense que sur un thème comme ça, c'est quand même assez important. Donc je vais faire au mieux. Je vais aussi essayer de parler un tout petit peu de géographie. Je suis désolé, c'est pas par crispation disciplinaire, mais on est quand même à Saint-Dié. Et donc la géographie a essayé aussi de dire des choses quand même sur ce mouvement. Et je vais aussi essayer de m'adosser sur ce qui a été dit, que j'ai trouvé absolument passionnant et que j'avais déjà en partie vu dans vos travaux, et qui donne des éclairages extrêmement fins sur cette mobilisation, loin des clichés. Il y a eu beaucoup de clichés. Alors parmi les clichés, un des grands clichés, c'est les Gilets jaunes, c'est la revanche des territoires. Voilà, ça a été dit, redit, diffusé, commenté. Alors, moi, j'ai plutôt envie de vous poser des questions, vous soumettre des hypothèses, parfois peut-être d'être un peu provocateur, mais pour faire une sorte de transition avec le moment d'échange. Les territoires, c'est qui? Les territoires, c'est quoi? C'est ce qu'on appelait avant avec condescendance la province. C'est ce qu'on a appelé lors de la table ronde à 14h les campagnes. C'est les villes petites et moyennes. C'est la diagonale du vide, c'est la France périphérique, ou de manière peut-être plus conceptuelle, c'est le local, l'espace local. J'ai pas vraiment de réponse. Revanche contre qui? Vous l'avez dit, contre les élites, contre l'establishment, contre Paris, contre l'État, contre les grandes villes, contre les métropoles, contre la mondialisation, contre la métropolisation. J'ai pas vraiment de réponse non plus. Ce que je sais, c'est que
être pour ou contre la mondialisation, si vous voulez, c'est un peu être pour ou contre la paix. J'ai entendu dans la précédente table ronde, oui, il faut lutter contre la métropolisation. Mais enfin, la métropolisation, c'est une façon de caractériser des changements dans nos territoires, mais qui concernent tous nos territoires, et pas seulement les 7-8 métropoles dont on parle en effet le plus souvent dans les médias. Je veux dire, la globalisation frappe aux portes de Saint-Dié, pour le meilleur et pour le pire, comme elle frappe aux portes de la Seine-Saint-Denis. Bien. Et il me semble qu'une des clés de lecture du mouvement, c'est ça. C'est que dans le pays qui est la France, avec toutes les spécificités que vous avez bien pointées, mais qui, c'est amusant de le dire ici, est le pays de la géographie, ou du moins de la géographisation. Tout est géographique, tout est territorial, tout est spatialisé. Eh bien, dans ce pays-là, les grandes mutations que l'on vit, hein, toutes et tous, eh bien, on fait une sorte de milkshake, vous voyez. Ça a secoué profondément nos représentations, vous l'avez dit, notre façon de voir nos territoires, nos pratiques, notre façon d'habiter, notre façon de même catégoriser la ville, la campagne, etc. Et ça, oui, ça a produit beaucoup de changements, et c'est incontestable. Deux exemples. Les inégalités. Avant, c'était assez facile en France, hein. Voilà, il y avait des grandes catégories, Paris, province, l'Est, l'Ouest, le Nord-Ouest, le Nord-Est industriel, le Sud-Ouest agricole et rural. Bon, on sait tous, aujourd'hui, il y a un consensus des sciences sociales. Les inégalités, elles se sont très largement complexifiées et en fait, elles traversent les territoires. Voilà, comme des fractures. Mais il n'y a pas deux France, comme on l'a entendu. Donc il n'y a pas les territoires, par exemple, contre le reste du monde. Hein. Il y a des inégalités partout, qui sont de plus en plus fortes, donc il y a une polarisation très claire de la société, mais qui concerne tous les territoires. Les inégalités sont, vous le savez, les plus fortes, les plus vives, au cœur même des grandes villes où cohabitent les grandes fortunes et la précarité sociale terrible. Bon. Deuxième exemple, et vous en avez parlé, c'est la mobilité. On est dans une société hypermobile. Ou du moins, il y a une injonction, je suis d'accord, à l'hypermobilité, pour précisément bénéficier des aménités territoriales. Ça a un coût budget, ça a un coût matériel. Il faut une voiture, parfois deux voitures, pour pouvoir, vous ici à Saint-Dié, aller à Strasbourg à l'hôpital, aller chercher peut-être votre fille qui vient d'entrer en terminale à Nancy, etc. Donc voilà, et tout ça, ça a produit incontestablement de la précarisation chez certains ménages. Ça a produit aussi beaucoup je dirais, d'instabilité, d'incertitude, et on ne sait pas faire en France. Parce que, je terminerai là-dessus vraiment pour être court, on a répondu avec les outils justement d'un autre temps. Précisément parce que nous sommes encore absolument dans une sorte de lubie territoriale. Avec cette idée très spécifique, et je dirais presque unique au monde, que l'égalité sociale devrait être projetée au sol par l'égalité territoriale. Et donc, à trop confondre, à trop géographiser, si vous voulez, les questions sociales qui ont été très bien mises en avant par mes camarades, avec en fait les lieux de vie des Gilets jaunes ou d'autres mobilisations, moi j'ai peur qu'on fasse un certain nombre d'erreurs de diagnostic et d'erreurs de politique publique. Voilà. Parce qu'on vit dans le dogme de l'égalité territoriale, mais on sait très bien que, en fait, d'une certaine façon, on ne va pas pouvoir vivre comme au temps des préfectures et des sous-préfectures en 1930. Malgré les niveaux de prélèvement et la redistribution, Alexis l'a dit, la tendance, hein, c'est qu'on va continuer sans doute à fermer des services publics, même si on est à des niveaux voilà, très élevés de dotation, d'équipement, de services. Donc est-ce qu'il ne faut pas changer nos catégories? Est-ce qu'il ne faut pas parler plutôt accessibilité plutôt que proximité? Est-ce qu'il ne faut pas parler plutôt de coopération et de cohésion plutôt que d'égalité? Il est faux et illusoire de dire qu'on va vivre de la même façon à Saint-Dié-des-Vosges et à Nancy. Alors en revanche, assumons les implications que ça a, explicitons-les, et donnons des clés aux citoyens et aux responsables, aux décideurs, ensuite, pour calibrer des politiques publiques. Je termine par quelques petites provocations que j'aime bien.
hein, pour vous faire réagir, évidemment. Hein. Les niveaux de dotation. J'ai regardé avant d'arriver. Donc, les dotations de l'État aux collectivités, là, hein, d'accord, par tout ce qui est transfert, voilà. Les Vosges, c'est à peu près 6 fois les niveaux de la Seine-Saint-Denis. Hein, voilà, les Vosges sont 6 fois mieux dotés par habitant que la Seine-Saint-Denis. Si vous regardez les indicateurs, médecins, magistrats, policiers, le rapport, c'est quasiment de 1 à 10 entre les Vosges et la Seine-Saint-Denis. Hein, donc, qui est mieux doté? Les invisibles, la représentativité politique des espaces ruraux en France, elle est unique au monde. J'ai comparé les Vosges au Val-de-Marne. Si vous ajoutez les députés et les sénateurs, c'est un rapport de 1 à 4. L'invisibilité médiatique, et je m'arrête là-dessus. Le Trésor de TF1, c'est 12 millions de personnes tous les jours. Le quotidien de Yann Barthès, c'est 1,2 million. Libération, c'est 50 000 de diffusion payante. Ouest France, c'est 500 000. Alors moi, je me dis aussi, est-ce que nous, chercheurs, urbains, métropolitains, on a vraiment les bonnes lunettes pour regarder les problèmes des gens? Donc, Eric va compléter, répondre. Oui, Aurélien nous invite au débat, donc là il est lancé. Je vais saisir la balle au bond, évidemment, pour dire que malgré tout, d'abord, de fait, il y a une dimension territoriale évidente au mouvement des Gilets jaunes, les ronds-points, la carte que j'évoquais, tout le monde peut la consulter, et elle montre bien une géographie qui, d'une certaine manière, correspond à ce que Christophe Guilluy a appelé la France périphérique. En disant ça, ça ne veut pas dire que je reprends à mon compte ce découpage géographique que propose Christophe Guilluy, mais enfin, il a quand même touché quelque chose. Et par rapport à ce que tu dis sur les dotations des territoires, c'est le cœur du débat. Donc je pense que c'est intéressant qu'on en discute, et ça rejoint aussi la fin de l'intervention d'Alexis Spire. C'est que, effectivement, on retrouve ici aussi ce titre d'un livre d'Hervé Lebras, je crois, hein, comment se sentir mal dans une France qui va bien, ou je ne sais plus. Enfin, voilà. En gros, comment ça se fait que dans des territoires qui sont surdotés compte tenu de leur population, ce qui tient en fait à la géographie, cette surdotation, c'est-à-dire qu'il y a un moment, quand vous fermez des écoles, c'est vrai que, ça a été dit dans la table ronde, il y a dans les classes de petits villages, on a 15 élèves par classe, et dans les grandes villes, c'est parfois 2 fois plus. Et le problème est que, soit vous dites aux habitants de certains villages, vous arrêtez d'habiter là, ou en tout cas vous faites plus d'enfants, on ferme les villages, soit c'est plus possible, parce que fermer les écoles, ça veut dire qu'il y a des enfants qui vont mettre 1 heure pour aller à l'école. Donc en CP, CE1, ça commence à être compliqué. C'est ce qui arrive quand même dans certains départements très peu denses. Donc effectivement, c'est lié à la géographie. Et on a un niveau d'équipement qui est lié à notre histoire rurale, à l'importance des villages, des paroisses, qui fait que on a ce taux d'équipement extrêmement élevé. Alors si on regarde la situation contemporaine, il y a une inégalité que tu n'as pas évoquée et qui me semble essentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus bref possible, mais peut-être que je regardais, il n'y a rien avant 18h, on peut peut-être prolonger un peu, je ne sais pas. Je suggère, parce que sinon on ne va pas avoir le temps de discuter. Mais un point extrêmement important, c'est l'intercommunalité. Surtout dans les territoires peu denses, les gens ne vivent plus dans une commune. Ils travaillent dans une commune, ils habitent dans l'autre, ils vont faire leurs courses dans une 3e, leurs enfants, d'ailleurs tu l'as dit, on va aller se faire soigner dans une 4e, les enfants vont étudier dans une 5e, etc., etc. Pour répondre à ça, au fait que les territoires de nos vies quotidiennes se sont largement élargis, c'est pas très joli, mais bon, ça, vous avez compris, on a fait quoi? L'intercommunalité. Or, cette intercommunalité, elle a un trait majeur, elle est inégale. Elle est hiérarchisée. Il y a en haut les métropoles et en bas la communauté de communes. Communauté de communes qui, dès le départ, a été conçue pour les territoires ruraux. Or, là, pour le coup, les dotations de l'État sont plus importantes pour les métropoles par habitant que pour les petites communautés de communes. Parce qu'évidemment, on dit que les métropoles, elles ont des charges de centralité. Elles doivent gérer des équipements importants qui bénéficient pas seulement aux habitants des métropoles, mais aux habitants alentours. Soit. Mais il se trouve que, donc vous avez des métropoles, je vais reprendre celui de Lyon, parce que c'est celui que je connais le mieux, 1 400 000 habitants,
qui va être 3 fois plus doté qu'une communauté de communes que je connais aussi pas mal et que connaît Alexis. Enfin, il connaît la ville-centre qui est la Tour du Pin parce que ça a été le lieu de mobilisation d'un mouvement antifiscal et ça a été un haut lieu aussi du mouvement des Gilets jaunes avec un mouvement qui s'appelait « Nous ne sommes pas des moutons à la Tour du Pin ». Je pense que ça peut t'intéresser. Donc, si vous voulez, dans cette communauté de communes des vallons de la Tour, qui rassemble plusieurs dizaines de communes, on a 3 fois moins de moyens par habitant. Et on a une 50aine de milliers d'habitants. Donc quand vous avez des problématiques de transport à régler, c'est ça le cœur du sujet. Ben vous avez quoi pour faire des autoroutes à vélo? Vous voyez, au Grand Lyon, là, c'est très bien d'ailleurs, hein, le nouveau pouvoir métropolitain veut faire des autoroutes à vélo dans les périphéries du Grand Lyon. Mais vous avez quoi pour faire la même chose à la Tour du Pin, à 70 km de Lyon? Rien. Et autre élément, et c'est ma dernière 30 secondes, c'est le RIC. Il y a quelque chose qui a été extrêmement important dans la mobilisation des Gilets jaunes, effectivement, c'est l'idée qu'on ne nous entend pas. Les gens qui dirigent ne comprennent pas ce qu'on vit. Et donc, l'idée du RIC, c'est aussi de dire on veut se faire entendre. Et donc, est émergé cette idée d'une parole portée directement, une sorte de démocratie directe. Et puis, c'est comme ça que les gens se sont adressés à Macron, au président de la République, parce qu'ils n'avaient pas d'intermédiaire véritablement. Mais ça tient aussi à quoi? Donnez-moi des noms des grands élus de territoire. Alors vous allez, maintenant là on a beaucoup parlé des dernières déclarations de Grégory Doucet, le maire de Lyon, hein, sur le Tour de France. On a entendu parler des déclarations des uns et des autres. Ces grands élus dont on parle, c'est les élus des grandes villes. Donnez-moi des noms d'élus. Alors certes, il y a le Sénat. Mais enfin, aujourd'hui, les sénateurs, on en connaît quelques-uns, mais ils n'ont pas le même poids politique, ils n'ont pas le même poids médiatique. Les présidents de conseils généraux, maintenant, ça reste une tâche importante, surtout dans les départements ruraux, mais on a tout fait pour enlever le poids et le pouvoir politique de ces territoires-là. Donc en fait, vous habitez des territoires, vous n'avez pas de représentants politiques, des gens qui pèsent dans le débat national. Donc non seulement vous avez moins de moyens, mais vous êtes moins bien représentés. Et ça, je pense que c'est une des clés essentielles du sujet, et c'est un problème auquel il n'a absolument pas été répondu. Et on va encore en entendre parler longtemps, à mon avis. Merci beaucoup. Donc vous voyez que nous ne sommes pas d'accord, et c'est très bien. Nous avons 15 minutes pour vous écouter, témoigner, poser des questions. Voilà, le micro arrive. Madame, à la dame. Au premier. Alors, bonjour et un grand merci pour toutes vos explications. J'aurais 2 questions à poser. La première, on a vu, pour faire simple, que les Gilets jaunes, ce sont les petites classes moyennes. La première question, c'est donc, alors, pourquoi n'a-t-on pas les classes les plus populaires qui ont adhéré à ce mouvement? Voilà. Et la deuxième question, je pense que vous n'êtes pas Madame Soleil, moi non plus, mais est-ce que les Gilets jaunes vont reprendre des forces dans les semaines qui viennent? Merci. Oui, allez-y, première. Ouais. Alors là, c'est très largement quand même un stéréotype sur les Gilets jaunes qui a été très largement fondé par des journalistes, par des discours relativement abstraits dans les médias, etc., qui ont mis l'accent sur les petits entrepreneurs parce que ça va avec le discours, c'est des populistes, un mouvement poujadiste, etc. Voilà. Au début, je parle du début, après ça a pu évoluer, mais au début, on a eu des gens, des classes très populaires. Il y a eu des SDF qui se sont retrouvés à vivre dans les cabanes. Il y a les Gilets jaunes qui ont été faire des soupes populaires, etc. Il y a des gens extrêmement démunis qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes. Donc, le miracle, en tout cas, sur beaucoup de lieux au début, ça a été que justement ces petites classes moyennes et les classes populaires, des gens qu'on a dans des villages ou dans des endroits où il y avait des... c'est ce qu'étudie Raphaël Chalier, par exemple, sur des ronds-points dans les Vosges d'ailleurs, qui étudie combien il y avait des stéréotypes négatifs contre ceux qui étaient appelés les cassos dans beaucoup d'endroits, et qui se sont retrouvés épaule contre épaule, ces mêmes cassos, avec des gens qui les dénigraient avant.
Donc ça a permis, si vous voulez, de recréer une certaine, je n'irai pas jusqu'à dire conscience de classe, mais presque, enfin je veux dire une solidarité dans le combat entre des gens qui se battaient en premier lieu pour la justice sociale. Et là je dis juste, enfin non, j'arrête. Non, c'est bien. Alexis, vous voulez juste dire une petite chose ? Non, juste, il faut s'entendre sur les termes, c'est-à-dire qu'en fait, en sociologie, en général, quand on parle de classe populaire, on rassemble dans ce mouvement, enfin dans ce groupe-là, en gros, les ouvriers, les employés. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y avait pas mal de membres de classes populaires sur les ronds-points en fait. Il y avait aussi des classes moyennes, donc c'est plus les professions intermédiaires. Il y avait aussi des classes moyennes, des professions intermédiaires, il y avait des infirmières, etc. Ensuite, comme l'a dit Eric Charme, c'est tellement hétérogène selon si vous prenez telle région, telle autre, etc., que c'est difficile de généraliser. Mais par contre, la particularité qui n'a pas encore été vraiment soulignée et qui mérite de l'être par rapport à cette question des classes, c'est que c'est un mouvement qui concerne quand même qui est très ancré sur le travail, on l'a dit, sur le fait que les gens, quand ils se présentent, quand ils vont sur les tableaux, dans les plateaux télé ou sur les ronds-points, ils se présentent avec leur fiche de paye en disant voilà ce que je gagne, moi. C'est ça. Donc ça, c'est un mouvement sur le travail qui est pas dans les entreprises, qui est en dehors des entreprises, qui est sur les ronds-points. Ça, c'est très important. Et ça rejoint encore une fois la question de l'impôt, puisque précisément, on ne revendique pas sur le salaire, on revendique sur autre chose qui est sur l'impôt. Mais voilà. Et donc ensuite, on peut se débattre à l'infini sur les définitions. Mais je pense que c'est ça ce qui est vraiment important. Alors ensuite, voilà, il y a pu avoir s'agréger effectivement, et ça dépend ce que vous entendez par classe populaire. Mais la question des chômeurs, des SDF, etc. Mais si on prend encore une fois le mouvement tel qui s'est constitué en novembre, c'est quand même plutôt des classes populaires stables, bas des classes moyennes et un peu des indépendants. Merci Aurélien. C'est juste une donnée oui. Quand même. Faut pas oublier que le moteur, sans jeu de mots, de la mobilisation, c'est l'automobile. Et si vous prenez le dernier décile, donc les 10% de ménages les plus pauvres en France, ben, en fait, il n'y a que même pas 1 sur 2 qui est motorisé. Voilà, donc ça peut être aussi un élément. Enfin, voilà, dans les catégories les plus précaires ne sont pas motorisées en France. Eric, l'avenir, la deuxième question, sur l'avenir des Gilets jaunes. Deuxième question, vous avez dire quelque chose ou pas? Est-ce que les Gilets jaunes vont revenir? Je ne sais pas, ils ont l'air sous la forme sous la même forme sans doute que ça va être compliqué, j'en sais rien sincèrement, et je pense que d'autres autour de cette table pourront mieux répondre que moi à cette question. Ce qui est sûr en revanche, c'est que les problèmes structurels, c'est ce que je disais à propos de la question de la représentation, de la capacité d'agir de manière autonome sur son territoire, de décider pour soi-même. Moi, j'habite à Lyon, je peux voter et décider de choses importantes pour mon territoire, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens qui habitent sur un certain nombre de territoires, parce que même si l'État leur donne de l'argent, ce n'est pas eux qui décident de la manière dont cet argent est dépensé. Ils ne sont pas autonomes. C'est ça qui est très important. C'est d'autres qui décident pour eux. De façon un peu paternaliste ou maternaliste, comme on veut. Et ce que je veux dire donc, c'est que ces problèmes structurels, à mon avis, ils sont toujours là. Ils sont là. Et donc on les a vus maintenant, mais je n'ai pas encore vu qu'on avait beaucoup pris la mesure de l'ampleur du problème. En tout cas, on n'a pas agi de manière déterminante. Merci. Autre question? Oui. Bonsoir. Alors, là-bas, excusez-moi. Ah oui, excusez-moi. Bonsoir messieurs, dames, j'ai participé au mouvement des Gilets jaunes pendant 6 mois et je remercie donc madame, je n'ai pas trop bien compris votre nom, pour votre description tout à fait pertinente et tout à fait objective du mouvement, au contraire des merdias. Nous on les appelait les merdias françaises qui nous ont littéralement descendus en flèche. Moi, à tel point d'ailleurs que je regarde même plus les médias français. Maintenant je regarde plus que la BBC, j'écoute la BBC et donc, c'est à ça que je voulais réagir. Cependant, vous avez raison que c'est le problème de l'essence qui a... Moi, je me rappelle, moi, j'ai participé à la Petite Raon, donc à un village qui est à 20 km d'ici. Et je me souviens quand on a fait des réunions clandestines, parce qu'on ne voulait pas passer par les réseaux sociaux du fait de la surveillance de qui vous savez. Je me rappelle que les premières personnes qui ont vraiment démarré le mouvement, c'est les débardeurs.
Et je me souviens, les débardeurs bûcherons qui étaient à leur compte parce que l'État voulait supprimer le gazole défiscalisé. C'est comme ça que ça a commencé ici. Et il y a un deuxième élément aussi qui a été un grand stimulateur, c'est quand le prince-président a supprimé l'ISF, l'impôt sur la fortune. Imaginez des gens, effectivement, et là vous l'avez très bien souligné, il y a beaucoup de gens qui avaient des problèmes financiers. Moi je me souviens, il y avait beaucoup de retraités. On avait beaucoup de retraités, il y avait beaucoup de petits patrons, de petits artisans, de personnes qui travaillaient mais qui n'arrivaient plus à joindre joindre les bouts. Et je me souviens que ça avait été un détonateur parce que comment on va nous faire payer encore plus d'argent alors que ce type, il se permet de supprimer des impôts pour des gens qui sont déjà riches et qui sont déjà très largement pourvus. Hein. Monsieur, on voudrait prendre une question peut-être, hein, si, votre témoignage. Moi, la question, oui. Moi, je pense que le mouvement n'est pas fini. Je pense que ça continuera, puisque de toute façon, comme dit monsieur, structurellement, de toute façon, rien n'est résolu. Il y a eu un RIC, de toute façon, le gouvernement l'a utilisé pour gagner du temps, alors que les problèmes qui sont à résoudre, qui sont territoriaux, politiques, fiscaux, parce qu'en France, il faut savoir que fiscalement, on n'a pas une fiscalité juste. Monsieur Macron avait promis de supprimer les niches fiscales. Elles ne sont toujours pas supprimées. Et on sait où va l'argent. 90% des niches fiscales, c'est 10% des plus riches, qui sont d'ailleurs situés en Île-de-France. Merci. Mais la question est, j'en ai une. La question est, est-ce que, effectivement, comme... je pense qu'il y avait aussi un fond écologique dans ce mouvement. Et, une question. Ah, excusez-moi. Et le problème, est-ce qu'on peut relier ça effectivement peut-être à une certaine géographie territoriale avec ce que disait monsieur, la multipolarisation des métropoles et de la capitale aussi qui étouffe toute la France, quoi. Non, c'est bon. Aurélien, voulez-vous répondre ou pas, non? Alors, la question, une question. Une question du même ordre, etc. Le retour à un certain besoin de on n'entend pas. Le retour à un certain besoin de la planification avec l'agence, l'office, sous l'office de M. Bayrou, est-il une solution, comme vous l'avez dit, d'une réponse d'un autre temps? Question à Aurélien, c'est ça? C'est question à vous. Très franchement, j'essaie de répondre aux deux. Je trouve que ce qu'on ne sait pas faire en France, c'est planifier, on sait très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je vais revenir sur mes lubies, mais en fait, on ne sait pas gouverner les réseaux. Enfin, là, je m'adosse à ce qu'a dit Éric Charme. Enfin, on a un quadrillage de la France parfait, voilà, avec des institutions qui ont beaucoup de compétences, des moyens, on va dire, inégaux. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est les faire travailler ensemble et prendre en charge, justement, tout ce qui pourrait relever des coopérations territoriales. Voilà. Donc c'est aussi une réponse au rééquilibrage. Mais, par exemple, je ne vois pas pourquoi la métropole de Lyon, par exemple, sous des formes ou d'autres, ne contribuerait pas à la création, l'exploitation, la gestion d'infrastructures de transport vers la Tour du Pin ou autour de la Tour du Pin. Je veux dire, voilà, c'est-à-dire que tant qu'en fait, je réponds, on fonctionne en modèle réduit. En fait, on dit la France est un pays jacobin. Oui, mais chaque collectivité fonctionne également de manière jacobine en État-nation en modèle réduit, avec les compétences les plus pléthoriques, les plus complètes. Chaque collectivité est réputée compétente. Voilà. Donc, or, l'enjeu du moment, on l'a bien vu, c'est quoi? C'est la coopération, les solidarités, les interdépendances. Et sur ça, eh bien, je ne vois pas, en tout cas dans ce qui est proposé aujourd'hui, de véritable innovation dans les outils et les dispositifs d'aménagement. Donc à partir de là, c'est compliqué. Éric, vous vouliez dire un mot, non? Pourquoi est-ce que les métropoles ne redistribueraient pas vers leur périphérie? Elles peuvent le faire. Le problème, c'est que les gens qui ont des ressources, des moyens, spontanément, ça ne leur vient pas tout de suite à l'idée d'aller le donner aux voisins. Donc, il faut qu'il y ait soit une logique hiérarchique, c'est-à-dire un État qui vienne prendre aux métropoles pour donner aux autres territoires. C'est un peu la logique dans laquelle on est aujourd'hui. Mais disons que ce qui a été très fort chez les Gilets jaunes, et peut-être qu'il faut y insister, c'est un rejet de la logique d'assistance.
Et c'est aussi, encore une fois, si on raisonne de point de vue territorial, et donc en termes spatiaux et territorialisés, c'est l'idée d'être capable de décider avec ses moyens pour son territoire. Et pour ça, pour que face à des grandes métropoles, les territoires périphériques puissent obtenir des choses, il leur faut des institutions qui soient au niveau de ces métropoles. Parce qu'avec votre petite communauté de communes, avec tout le respect que je dois aux élus qui s'engagent dans ces communautés de communes et qui font un travail souvent remarquable, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais quand vous êtes à la tête d'une communauté de communes où il y a 70 000 habitants et que vous avez en face le président d'une métropole élu au suffrage universel direct, pour rester sur le cas de Lyon, qui représente 1,4 million, avec l'administration que vous imaginez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Donc c'est là qu'est mon problème. Merci beaucoup. Alors Aurélien, encore un petit mot. Moi, je suis très sensible à ce que vous avez dit sur la dignité, et ça vient ça recoupe. C'est vrai qu'il faut sortir définitivement de cette logique de charité. Or, les politiques d'aménagement du territoire, si vous regardez, c'est quoi? C'est des critères pour dire qui est pauvre. Et donc les territoires sont... Moi, je suis plus pauvre que le voisin, j'ai plus de problèmes. Enfin, c'est absolument fou. Et donc on oppose, par exemple, comme je l'ai fait, de manière purement artificielle, des situations territoriales qui n'ont rien à voir, comme par exemple certaines banlieues des grandes agglomérations, certaines zones rurales qui sont en effet en déprise. Et on les met sur des grilles d'indicateurs, et après, on fait des politiques pour, en quelque sorte, réparer et les mettre à niveau. Je pense que ce logiciel-là, il est fini. Il est fini, il produit des effets délétères, de la concurrence territoriale et aussi beaucoup de condescendance, en effet, entre les uns et les autres. On est quand même à un moment, non seulement il y a ces crises sociales, mais enfin, on en a parlé pendant 3 jours au festival, c'est le moment des transitions. Or, la transition, c'est quoi d'autre que créer des interdépendances entre des territoires? Je veux dire, les Vosges, dans 20 ans, aujourd'hui, ce n'est pas une valeur, mais d'avoir un territoire comme ça, avec des espaces ouverts, des espaces boisés, la ressource bois, la ressource eau, etc., ça va être extraordinaire. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être pris en compte dans une politique des interdépendances qui soit vertueuse et avec du donnant-donnant. Merci. Alors, question. Oui, bonjour. J'avais une question concernant le mouvement des Gilets jaunes. On n'entend pas. Pardon. Concernant le mouvement des Gilets jaunes et leur engagement environnemental dont vous avez parlé. Donc vous avez parlé du fait que beaucoup, par exemple, vivaient à 70 km des métropoles. On a parlé de la lutte sociale. Est-ce que les Gilets jaunes, parce que la lutte sociale, souvent, c'est du court terme, est-ce qu'ils ont vu à un tout petit peu plus long terme, à moyen terme, tout ce qui allait se passer avec le réchauffement climatique, avec la contraction énergétique, avec la production de pétrole qui va diminuer et l'approvisionnement qui diminue, et en sachant que c'est eux qui vont être les premiers touchés, les classes populaires, pour se déplacer, pour travailler à l'usine, parce qu'on ne pourra plus fabriquer les machines et plein de choses comme ça. Est-ce que c'est dans... J'en ai peu entendu parler dans les préoccupations, parce que souvent c'est... La préoccupation majeure, comme vous disiez, ça va être le reste à vivre. Le reste à vivre, c'est pour manger. Et du coup, on ne pense pas trop à ce qui va se passer après. Karine, voilà, dernière réponse. Merci. Alors, évidemment, songer à abandonner la voiture, c'est hors des questions. Hein, puisque sinon, il meurt. Mais dans les pratiques, ce qui est écologique dans les pratiques, c'est... ils pratiquent l'écologie dans le quotidien pour beaucoup. C'est-à-dire, c'est beaucoup de récup, beaucoup d'entraide, beaucoup d'autoproduction, etc. Dans les projets d'avenir, ils pensent permaculture. Il y a des exemples de terrains qui sont aménagés à la suite du mouvement des Gilets jaunes, sur lesquels il y a des expériences comme ça. Mais non, c'est pas tant le climat tel que la question apparaît dans le débat public aujourd'hui. C'est plus axé sur le pratique dans la manière de penser les choses. Merci beaucoup, merci à tous. Je vous propose, puisqu'on n'a pas épuisé tous les sujets, qu'on se retrouve l'année prochaine pour faire le bilan de cette table ronde et savoir si finalement nous avons été clairvoyants grâce à vous. Bonne soirée.